Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bienvenue dans Les Grains de Sable, le podcast qui égrène le Sandman de Neil Gaiman. Je suis Jean Vocage, je relis l'œuvre pour l'occasion et je suis accompagné de Zef qui lui la découvre. Et ensemble, on va retraverser l'intégralité de Sandman. Ça nous prendra le temps que ça nous prendra, mais surtout ça nous procure beaucoup de plaisir et on espère que à vous aussi. Donc dans cet épisode, nous voilà rendus au numéro 11 de Sandman. On va traiter deux numéros d'ailleurs, le 11 et le 12, qui sont les parties 2 et 3 de l'arc La Maison de Poupée. Le premier épisode, donc le numéro 11, paru en décembre 1989, écrit par Neil Gaiman bien sûr, illustré toujours par Mike Dringenberg et Malcolm Jones III, et aux couleurs toujours Dylan Hall. Pour faire un résumé extrêmement succinct de ce que contient ce 11e épisode, c'est qu'au retour d'Angleterre, Rose, qu'on a découvert dans l'épisode précédent, emménage dans sa nouvelle maison en Floride et elle est à la recherche de son frère Jed qu'elle n'a pas vu depuis 7 ans. Il devrait donc avoir maintenant 12 ans. Oui, et elle découvre qu'elle est la petite fille de Unity Kincaid, qui était la nana qui avait dormi pendant toute sa vie. Oui, et elle l'avait découvert dans l'épisode d'avant. Précédent, oui. Voilà ça. Oui. Ah oui, je pensais que tu aurais pas honte. Non, je parlais de... Bah écoute, vas-y. Bon. Et d'ailleurs, sur Rose Walker, un petit truc en passant, c'est qu'au début de l'épisode 9, Conte dans le sable, il y avait 2 citations en exergue, une d'un grec ancien et une de Rose Walker. Et on avait noté le fait qu'il mettait sur le même plan un personnage fictif et un personnage ayant réellement existé, et donc c'était Rose qui apparaît donc qui apparaissait dans l'épisode. Putain, il avait pris. Et oui. Donc cet épisode s'appelle Emménagement et on va donc découvrir Rose qui emménage donc dans une maison, donc dans un appartement d'une maison en Floride. Donc dans les premières planches, on la voit arriver et rencontrer les différents locataires, à commencer par Al Carter, le propriétaire. Oui. Une espèce de grosse colocation, c'est marrant. Voilà. Au rez-de-chaussée, on rencontre Barbie et Ken. 2 voisins. En fait, elle s'appelle Barbara, lui s'appelle Ken, et ça les amuse de s'appeler Barbie et Ken. Au premier étage, on change complètement d'ambiance, puisque là vivent dans un même appartement 2 étranges femmes, Chantal et Zelda, collectionneuses d'araignées empaillées. Qui sont carrément flippantes, on les voit, elles sont voilées comme des femmes mariées avec des araignées qui leur grimpent dessus. Elle en parle après, mais ça fait effectivement très famille Adams, mais tout fait peur en fait dans cette coloc. Tout est très cliché. Et puis ensuite, quand elle arrive dans son appartement, on évoque Gilbert, qui lui habite au dernier étage, donc au-dessus d'elle. À ce stade-là, on n'en sait pas plus sur Gilbert. Et après cette petite intro rapide, il y a un cut très net et on bascule au pays des rêves merveilleux. Alors, on voit sur la dernière case un corbeau qui apparaît sur la fenêtre. Important pour la suite quand même, parce que j'ai mis du temps à le voir. C'est juste, t'as tout à fait raison de le mentionner. Et donc, on bascule ensuite au pays des rêves merveilleux. Donc là, on a une planche qui reprend comment dire, un peu, pas complètement, mais en tout cas qui fait clairement référence à Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay. Je ne sais pas si tu vois. Je sais pas du tout la ref, mais vas-y. Alors, peut-être que tu as vu ça. C'est un comics qui paraissait dans les journaux. C'est très ancien. J'avoue, j'ai pas recherché, mais c'est tout début du XXe siècle. D'accord. Mais tu as dû voir ces images, c'est ce petit garçon qui rêve et qui est projeté dans des décors grandioses, genre Art déco, avec son lit qui a des grandes pattes, et qui à chaque fois à la fin de la planche tombe de son lit et se réveille. D'accord, ok. C'est très repris alors. Et c'est complètement repris. Mais tout jure là, dans la colorimétrie, les cases, la façon dont c'est fait. Enfin, on n'est plus du tout dans Sandman, clairement. Même les cases sont numérotées pour la lecture. Oui, c'est ce qui était le cas dans le Little Nemo et Slumberland. C'est marrant.
Neil Gaiman précise dans ses entretiens, toujours les mêmes qu'on trouve dans la version française, qu'ils auraient voulu même que ça ressemble encore plus à Little Nemo, mais qu'en fait chez DC ils ont eu peur du copyright, normal. Et donc ils ont fait en sorte que ça l'évoque sans trop y ressembler. C'est marrant parce que du coup les personnages qu'on retrouve, donc le super-héros et la super-héroïne, qui sont j'imagine une forme de papa et maman, pour le gamin en fait font très DC aussi dans le costume, ça fait très super-héros DC de l'époque en fait. Complètement. Alors donc on va juste situer ce qui se passe dans cette planche du pays du rêve merveilleux. Dis donc, ça savonne ce matin. Au pays du rêve merveilleux, on découvre donc le petit Jed. C'est la première fois qu'on le voit, le frère de Rose, et qui vole avec donc ces deux super-héros ringards à l'ancienne, jaune et rouge. Elle est enceinte. On se demande effectivement si ce sont ses parents. Il dit Mother à la fin, donc on peut supposer que c'est sa mère. On peut supposer, mais c'est pas très clair. Et donc dans cette planche un peu rigolote, dans cette ambiance éthérée de rêve tout mignon, il retrouve dans un ballon dirigeable Brut et Globe, les deux cauchemars évadés du monde du rêve, et qui jurent du coup, parce qu'ils ont des aspects de gobelins un peu. Alors, ils jurent un peu quand même. Un tout petit peu, mais il faut y prêter attention, quoi. Si tu lis le truc rapidement, tu vois pas trop qui ressort, mais ils ont effectivement cette couleur un peu crado. À la suite de ce joli moment, on va dire, de rêve, comme dans les histoires de Little Nemo, il se réveille. Et là, on a un contraste extrêmement violent avec la réalité, puisqu'on va découvrir que Jed est en fait séquestré dans une cave. Oui, là, effectivement. C'est très très glauque. On voit qu'il est obligé d'uriner dans un coin parce qu'il est enfermé, que ça pue, et on comprend qu'il s'évade dans sa tête. Oui, clairement. Il s'évade dans le rêve, justement, dans le pays des rêves merveilleux. Et d'ailleurs, après ça, il se recouche et boum, il tombe au-dessus du ballon de Brut. Et il est sauvé. À partir de là, tout va bien, quoi. Il repart dans ses rêves. Intéressant que là, cette fois, on a un oiseau blanc, oui, qui est méchant entre guillemets, quoi. Ensuite, on retrouve Rose. Le temps de 3 planches pendant laquelle elle écrit une lettre à Miranda et Unity, donc sa mère et sa grand-mère, et dans laquelle elle décrit les étranges habitants de la maison. Ouais. Donc elle fait une petite liste. Elle commence par Barbie et Ken, qu'elle juge horriblement normaux. Ensuite, elle s'attarde sur les femmes araignées, Zelda et Chantal. Ensuite, elle nous parle du coup un petit peu plus de Gilbert, son voisin du dessus, dont elle nous dit: Gilbert, à ce que je peux voir, est une présence désincarnée qui hante la chambre du grenier. J'ai entendu sa voix tonner dans l'escalier. Je ne l'ai jamais vue par contre. Il demandait à Hal, le propriétaire, de lui apporter un crayon de 2 mètres de long parce qu'il allait rester au lit une semaine et qu'il voulait dessiner au plafond. C'est juste... C'est parfait. C'est parfait. Et on a encore une fois le corbeau qui apparaît à sa fenêtre et qui tape. À sa fenêtre. Ensuite, au moment où elle se dit que au moins Hal, le propriétaire, est normal, lui, alors là, débarque Miss Dolly. Et Miss Dolly, c'est le propriétaire, c'est l'alter ego femme du propriétaire. Donc on comprend, et il vient faire une grande scène de drama parce qu'il s'est disputé avec son manager de son show de transformisme, de travesti. Voilà, il a une grosse dispute à propos de son hommage à Sondheim. Sondheim, j'ai cherché en parenthèse, c'est un immense auteur de comédie musicale. C'est lui qui a écrit West Side Story, par exemple. Donc voilà. Donc voilà. Ce petit contraste de normalité et Miss Dolly qui débarque. Et voilà. Ensuite, Rose évoque justement le fameux corbeau qui squatte sa fenêtre depuis qu'elle est arrivée. Elle dit qu'elle devrait même envisager de lui faire payer le loyer. Et enfin, elle explique qu'elle est parvenue à retrouver la trace de Jed jusqu'à 4 ans auparavant. Rien depuis pour l'instant. Donc il vivait dans un phare avec son grand-père, mais depuis la mort par noyade de celui-ci, on ne sait pas ce qu'est devenu Jed. Le grand-père s'appelle Ezra Paulsen. J'ai cherché un peu, c'était pas si simple, mais c'est un personnage vraiment obscur qui apparaît dans des histoires de Kirby, mais qui doit avoir un tout petit rôle, mais en tout cas, ce phare et ce personnage... Il est référencé d'ici. Référencé d'ici. Et on repart pour le monde du rêve.
On repart dans le monde du rêve et là on va en savoir plus sur ce fameux corbeau. On va continuer sur le corbeau, mais c'est intéressant dans la série, il apparaît beaucoup plus tôt. On le voit dès le début, je crois. Il essaye d'aider Dream à s'échapper, de mémoire. Ah oui, donc oui, comme il est très important, ils ont anticipé sa présence dans la série. Donc ce corbeau s'appelle Matthew. Et c'est un serviteur de Dream et il a été envoyé par Dream pour surveiller, pour observer et faire son rapport à propos de Rose, puisque Rose est un vortex, on nous l'a dit. Et j'aimerais faire une petite parenthèse justement à propos du corbeau. C'est que moi j'ai pas pu m'empêcher de penser au corbeau d'Odin. Oui. Les 2 corbeaux d'Odin, donc dans la mythologie nordique, Hugin, qui signifie la pensée, et Munin, qui signifie la mémoire, sont les 2 corbeaux messagers qui accompagnent Odin. Ils parcourent les 9 mondes et ils reviennent faire leur rapport aux dieux de ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu en lui murmurant à l'oreille. Et on sait que Gaiman est très impliqué, très intéressé, plus qu'intéressé par la mythologie nordique. Dans American Gods, son roman, Odin est un des personnages centraux et il est accompagné par ses corbeaux. Et puis en 2017, il a écrit un livre qui s'appelle Norse Mythology. Ils ont traduit par la mythologie viking en français, où il refait toute l'histoire. Il fait son interprétation, il refait toute l'histoire des mythes vikings, Odin, Loki, Thor. Et ça a été d'ailleurs adapté aussi en comics avec P. Craig Russell au dessin. C'est très très beau. Et alors j'ai un petit bonus qui n'était pas prévu, mais en faisant mes recherches, je suis tombé sur un truc. Le corbeau blanc d'Apollon. Oh. Apollon était amoureux c'est dans les Métamorphoses d'Ovide qu'on trouve ça, était amoureux d'une jeune femme qui s'appelait Coronis. Elle était enceinte de lui et comme elle avait peur qu'il la quitte quand elle aurait vieilli, elle a pris un amant. Et Apollon a découvert cette aventure par l'entremise d'un corbeau blanc qu'il colore en noir pour le punir. Oh. Ce qui nous renvoie à l'histoire du tisserand brun dans Conte de sable, cet oiseeau blanc qui était brûlé au soleil et qui a été noirci derrière. Et de découvrir que je suis tombé là-dessus par hasard. C'est très joli. J'ai trouvé ça assez génial. Donc le corbeau qui est venu faire son rapport, qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc Morphée fait surveiller Rose car c'est un vortex. Tôt ou tard, elle attirera à elle les rêves en fuite ou sera attirée vers eux. Donc on commence à tisser les différents liens qui ont été posés dans le premier épisode. Et à noter que durant toute cette scène, Morphée est sur la plage, enfin une plage... Oui, qui semble être une plage en tout cas. Ouais. Oui, qui semble être une plage parce qu'on a l'impression que c'est l'espace qui est au bord de la plage. Et il est en train de fabriquer un nouveau cauchemar. Et c'est intéressant parce que c'est pour bien montrer que le rêve, ça englobe le rêve et le cauchemar et que ça fait partie de ses fonctions de fabriquer des cauchemars. Mais en fait, c'est marrant parce que je me suis demandé s'il fabriquait ses cauchemars parce que certains se sont échappés et qu'il en a besoin d'autres pour aller hanter les rêves et les cauchemars des gens, ou si c'est juste une fonction classique de tiens, je m'ennuie, je vais en faire un. Mais c'est pas trop répandu. C'est pas trop répandu. Moi, j'avoue, je me suis dit, ça fait partie de sa fonction. Ouais, c'est très classique. Et c'est pour nous montrer que. De nouveau, ce côté, il est au-delà du bien et du mal. La moralité. Il n'est pas là pour faire des rêves jolis, quoi. C'est le songe au sens large, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit agréable ou désagréable. Et enfin, pour finir, il demande à Matthew une image de Jed pour le retrouver. Morphée décide de se mettre à la recherche de Jed. On revient à Rose. En soirée, qui sort du show de Hal Carter justement. Oui, elle a été voir le spectacle de Dolly. Une petite phrase que j'aime beaucoup quand il parle de Hal Carter et de son alter ego Dolly, elle dit Dolly, c'était le nom de Hal quand il était elle-même. Oh, c'est très mignon. Je trouve ça très 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 beau. When he was herself, effectivement. Et là-dessus, on apprend qu'elle a eu quelques infos supplémentaires sur Jed, mais l'événement de cette séquence, c'est qu'en voulant prendre un raccourci dans une ruelle sombre, elle se fait attaquer par des voyous et elle est sauvée par Gilbert. Oui, qui est très, très à l'ancienne, Gilbert. Hein. Gilbert qui est très très à l'ancienne, qui a un look, qui a
donc qui est habillé en vert, qui porte un gilet et par-dessus un manteau. Je sais pas comment ça on décrit, mais c'est Un manteau de cocher. Un manteau de cocher, merci, voilà, qui ont cette espèce Un chapeau et une de canne. par-dessus en plus. Il a un chapeau, il a une canne, il a une façon de s'exprimer un peu précieuse et ça me fait tout de suite revenir à un truc de l'épisode précédent, ça va être très rapide. Mais la première fois qu'on voit Rose, tu avais noté très justement que la première fois qu'elle apparaît, elle rêve. Elle se réveille d'un rêve. Et dans son rêve, elle dit, donc dans l'épisode 10, j'ai fait un drôle de rêve. Il y avait un Anglais énorme et des femmes et on vivait dans une maison. Ah putain, j'avais pas tilté, elle est trop bien. Donc en fait, elle avait fait l'annonce. Elle avait vu le futur, quoi. Mais oui, mais là, c'est impossible de tilter en première lecture. Moi, j'ai tilté en le relisant puisque je connaissais les femmes araignées et Gilbert. Mais la première fois que tu lis, c'est impossible c'est marrant, de le capter. putain. Mais en fait, il avait déjà posé les femmes araignées et l'énorme anglais. Parce qu'effectivement, il est très rond, notre ami Gilbert, en plus d'être... en plus d'être fort, enfin, dans le sens en plus, balèze. Il est balèze. Il corrige les loupards. J'adore sa façon de s'exprimer. Il est très, très à l'anglaise, si on peut dire ça comme ça. Mais par exemple, elle lui demande Gilbert, c'est votre prénom ou votre nom de famille, et il dit oui, absolument. c'est à la fois les deux, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi compliqué quand on peut faire simple. Et donc après cette rencontre, qui sera évidemment importante pour la suite, on retourne au pays du rêve merveilleux. On retrouve Jed et ses deux super-héros à l'ancienne. On constate que dans l'intervalle, Brut et Globe ont été capturés par les héros. Donc tout est mignon, tout est rigolo, si ce n'est que Jed libère malgré lui les gerboises d'égoises, une sorte de créature, un peu des rongeurs qui se multiplient, et ce qui nous ramène en fait à la réalité. Jed, prisonnier dans sa cave, qui est mordu par un rat. Donc une fois de plus, ce mordu au visage et à la main. Mordu au visage. Et c'est vrai, enfin vraiment, les contrastes entre ces deux ambiances sont vraiment très forts et c'est très très glauque, quoi. Ouais, t'as un aspect. En plus, t'as la machine parce qu'il est au sous-sol, donc t'as l'espèce de chauffe-eau géant en fait qui fait comme un monstre qui projette son ombre sur lui. Et je trouve ça, ce genre d'image, elle est extrêmement forte. Surtout que t'as une espèce de prolongement de son propre bras qui pourrait être le bras de la machine. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais. Il y a un aspect très vivant, très cauchemardesque là-dessous, quoi. La question que je me pose, c'est est-ce que les deux cauchemars sont enfermés et donc capturés par les héros et enfermés? Est-ce qu'ils le sont dans le rêve, dans le sens Dream vient les récupérer là, en fait ils sont toujours enfermés, ou est-ce qu'il y a une forme de réalité derrière tout ça? Réalité dans le rêve, c'est bizarre à dire. On sait pas trop. La seule chose qui paraît claire, c'est que c'est ce monde merveilleux tout mignon dans lequel s'évade Jed. Mais que font Brut et Globe là? Comment ça fonctionne à ce stade? Difficile à dire. Et donc on revient à Rose dans une séquence où Matthew, le corbeau, va voler la photo de Jed et la rapporter à Morphée. Et Rose reçoit un appel des détectives et donc elle va avoir des informations supplémentaires sur où se trouve Jed. Et parallèlement, j'avance un petit peu vite là, on va voir dans le monde des rêves que Morphée est en quête de Jed parce que, dit-il, tout cela est plus complexe qu'il n'y paraît. Le petit, et là on va avoir un début d'explication, le petit est encore dans le royaume des vivants mais je ne le trouve pas. Chaque humain est relié au songe, ils passent un tiers de leur vie en ce royaume, rompre le lien exigerait du pouvoir et du savoir. Et il arrive à la conclusion qu'il pense qu'un des échappés, donc parmi les 4 arcanes majeures dont il a constaté la disparition dans l'épisode précédent, qu'un des échappés du rêve pourrait être le responsable. Donc là, voilà, on commence de nouveau à relier les différents fils de l'intrigue entre le vortex, les arcanes disparus, Jed. Enfin, depuis un motel, dans la scène suivante, on retrouve le Corinthien mis en scène comme dans l'épisode précédent, c'est-à-dire on est dans ses, si j'ose dire, on est dans ses yeux. C'est une vue subjective, qui s'inscrit par téléphone à une réunion de collectionneurs en Géorgie, une convention. Ce qui est assez rigolo dans cette séquence, c'est que d'abord il dit qu'il fait partie du rêve américain. Ce qui renvoie à American Gods. Je ne sais pas si tu l'as lu, mais non, pas encore. Il faut le lire. Il y a tout un truc dans l'approche de Neil Gaiman d'American Gods sur la question des
des entités dieux plus ou moins qui sont les incarnations de ce Oui, que et sont t'as les le dieu nations. télé, t'as plein de choses comme ça. Voilà, je sais, ouais. et donc que cette créature Ah, c'est marrant qu'elle y fasse référence. qu'elle alors y que, fasse du coup, référence en ouais, disant d'accord. je fais partie du rêve américain. Ça, pour moi, ça. Il y a Est-ce qu'on écho. était sur la même timeline de créature d'écriture entre les deux? J'avoue, j'ai pas regardé. D'accord, ok. Bon, on nous dirait, nous. Moi, j'aime bien qu'il l'appelle Nimrod. Voilà, Mhm. je trouve ça intéressant. Sachant que c'est un personnage dans Marvel, je trouve ça cool. Oui, je me rappelle plus qui c'est Nimrod. C'est une créature, un robot C'est un chasseur. futuriste C'est un qui chasseur veut, de mutants. qui veut tuer les mutants. Ouais. Ouais, c'est ça. Ce qui est marrant aussi, c'est quand il donne son nom à son interlocuteur par téléphone pour s'inscrire à cette convention, on réalise qu'il est une sorte de célébrité dans son domaine. Oui, Voilà, quel est ce domaine ? On commence à l'entrevoir, mais enfin voilà, c'est assez marrant. Il y a aussi dans la mise en scène quelque chose que je trouve assez rigolo, mais entre guillemets, c'est que donc on voit par ses yeux et on est regardé par des yeux arrachés oui. qu'il a devant lui. Il y a c'est un effet miroir assez fort puisqu'il va quitter la chambre en laissant 2 cadavres derrière lui. Alors, au passage, il bouffe les yeux. Oui, Il les prend au fur et à mesure. T'entends le shroom 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 qui est en train, il parle plus, il est en train de manger. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'il les mange par ses yeux ou est-ce qu'il les mange par la bouche? C'est une très bonne remarque et pour être franc, j'avais pas percuté Qu'il les mangeait. Ouais, je comprends maintenant. Bah, en fait, t'en as moins en moins au fur et T'en à as de mesure. moins en moins, et puis effectivement, t'as effectivement l'onomatopée qui est assez clair. et j'étais passé à côté, tu vois, comme quoi. Et il en laisse 2 en partant, ce qui est très moche. Et cette fois, je me suis pas fait avoir sur il remet ses lunettes et effectivement, tout devient un peu bleuté gris. Tout devient un peu bleuté et gris. Donc après ça, on revient à Rose qui part pour la Géorgie pour retrouver Jed, qui vivrait heureux dans une ferme. Parce que je suis passé un peu vite, mais donc les informations qu'elle a eues des différents détectives, c'est que ce serait que Jed vivrait heureux dans une ferme avec une famille adoptive en Géorgie, et donc elle décide de partir le retrouver là-bas. Et Gilbert se décide à l'accompagner pour la protéger. Il se qualifie de chevalier errant amateur et il a apporté sa canne épée et son vieux revolver. Il est magnifique. Tellement stylé en fait. Ah, Gilbert, Gilbert, on aime beaucoup. Oui. Enfin, on arrive à la fin de cet épisode. On retrouve Morphée, et Morphée a retrouvé Jed. Oui, en fait, il y a juste la base de la fin de la discussion avec Gilbert et Rose où ils partent. Et en fait, juste après, tu as une demi-case, enfin une demi-page de Jed qui est encore dans une pire des situations parce qu'on a l'impression que ça évolue. Il est attaché au pied dans sa ferme. On a là, en fait, tu sens qu'il essaie. Il essaye encore de s'échapper dans son rêve, mais il a de plus en plus de mal, j'ai l'impression, parce la case des rêves est recouverte par la réalité, en fait. Ouais, c'est juste. Et je trouve ça marrant. Ouais, effectivement. Et puis il y a une petite, en le revoyant, Dr Lobster. Il y a un petit truc, c'est que ce fameux héros un peu ringard, jaune et rouge avec sa cape, dit: le sifflet du Sandman va mettre fin à vos vilaines manigances, en s'adressant à un méchant. Donc de Sandman, quel sifflet, enfin. Et donc on arrive sur cette dernière case, ces 2 dernières planches où donc on retrouve notre Sandman, Morphée, qui a retrouvé Jed et qui est extrêmement en colère. Il a compris en fait que ce sont Brut et Globe qui l'ont coupé du vrai songe et qui vivent dans son esprit. Ah, d'accord. Voilà, ce qui donne un peu l'explication. Donc finalement, dans cette scénette où on les voyait prisonniers dans la petite aventure, ils n'étaient pas dans le rêve. D'abord, ils sont pas dans le rêve, ils sont uniquement dans l'esprit de Jed, et Brut et Globe ne sont pas prisonniers puisqu'en fait c'est eux qui ont créé qui ont créé tout ça. Et donc on a un Morphée absolument furieux qui s'en va en guerre. Très très belle dernière planche. Ouais. Avec du noir, explosion du rouge, les flammes de son manteau, il met son casque et les flammes de son manteau qui d'habitude sont au bas de son manteau remontent pratiquement jusqu'à ses épaules. Faisant effet de sa fureur. Voilà, il y a vraiment un truc de fureur. Pour moi, ça rappelle un peu finalement l'arc de Dr. D, puisque là aussi, il s'agit de gérer les conséquences de sa captivité, d'aller réparer un truc
a eu lieu pendant qu'il était captif. Sauf que la grande différence, c'est que maintenant Morphée est en pleine possession de toute sa puissance. À noter que quand il dit le Sandman, le sifflet du Sandman va venir arrêter vos trucs, Dr. Lobster, c'est pas le super-héros qui le dit, c'est Jed. Parce que t'as le super-héros derrière qui met sa main devant sa bouche, comme dit, il faut pas dire ça, il faut pas en parler. Et en fait, on va le comprendre après, pourquoi il fait ça. Et oui, dans cet épisode, l'épisode suivant, l'épisode numéro... Je suis perdu, 12, qui s'appelle Jouer à la maison, 3e partie de l'arc de la maison de poupée, publié en janvier 1990, écrit par Neil Gaiman toujours. On a changé de dessinateur, c'est important, c'est Chris Bacalo, qui amène une grosse ambiance d'étrangeté très très marquée qui colle pour moi extrêmement bien à l'épisode. Ouais, les cases sont plus fournies en détail. Il y a plus d'arrière, de fond, de plan. Il y a plus de petits traits. Ouais. Et puis il y a une ambiance très étrange, à l'ancrage toujours Malcolm Jones 3, à la couleur Zilonol. La trame extrêmement succincte de l'épisode en question, c'est Brut et Globe, dans cet épisode, vont être vaincus par Morphée. Mais voilà, ça, c'est vraiment la trame hyper condensée. Cet épisode s'ouvre sur 6 planches où on va découvrir le personnage de Lita. Et on va en apprendre plus sur elle. Lita, c'était en fait la super-héroïne un peu ringarde qui accompagnait l'autre qu'on voyait dans le monde du rêve. Sauf que là, on la découvre pas du tout dans une ambiance de rêve sympathique. Elle est dans le dôme du rêve avec son mari Hector Hall. Et Hector Hall, c'est justement ce super-héros ringard, rigolo du pays du rêve merveilleux. Et son nom de super-héros, on va l'apprendre à mesure, c'est un Sandman en fait. Oui. C'est un Sandman qui, aidé de ses assistants, Brut et Globe, combat les cauchemars. Et son rôle est, je cite, de donner à tous les enfants du monde des rêves merveilleux. Et quand l'épisode commence, une alarme retentit dans le dôme du rêve. Un cauchemar force 10 se dirige par ici. C'est le monstre des cauchemars. Donc quand on vous le raconte comme ça a l'air mignon tout plein, mais en fait, tout dans cette scène est super angoissant et super dérangeant. En fait, il y a un effet très super-héroïque de base de DC avec le dôme qui pourrait être la base de la Justice League qui vogue à travers l'espace, enfin autour de la planète pour protéger tout ça et tout. Et avec un Superman qui est alerté de quelque chose, mais effectivement, ne serait-ce que les cases où Lita sort de sa chambre et descend, on a des écrans partout, très lugubre, elle descend en escalier qui fait très escalier de service. Elle vogue, elle vogue. Après, elle va marcher dans des couloirs qui sont, il y a un couloir qui est pas du tout raccord avec ça. Exactement. Ça fait vieille maison anglaise hantée. Avec des tableaux et des beaux luminaires. Et derrière, effectivement, on arrive dans le cœur du QG, en fait, où là, t'as tout de suite, en fait, ça pourrait être bien, dans le sens, ça pourrait être un endroit où il y a plein d'écrans pour surveiller quoi que ce soit, mais ce qui apparaît sur les écrans, c'est fantomatique, il y a des yeux en gros plan, il y a une carte de Joker, par ailleurs, et tout est bizarre, en fait. Je l'avais pas vu, le Joker. Et en fait, tout est fantomatique. Il y a des ombres sur les télés qui donnent rien, donc qui font un effet un peu bizarre. Et effectivement, t'as les deux cauchemars qui sont crado juste derrière. Oui, la planche sur la deuxième planche, la première case, on découvre Hector en mode super-héros avec la pose, les mains sur les épaules, les mains sur les hanches, et ses 2 assistants. À noter que sur les écrans derrière, à ce moment-là, pour moi, c'est des tests de Rorschach en fait. Ah oui, bien vu. Donc on est bien enfermé. Et oui, et donc c'est ça ce truc, c'est que sur le fond, il y a ce côté mignon tout plein, presque Batman 1966, etc. Mais sauf qu'il n'y a rien qui va, parce qu'il y a un mélange justement de ce merveilleux enfantin avec des choses qui cadrent pas, quoi. Notamment, Brut et Globe sont des monstres. Ils sont présentés comme les assistants, comme les Robins, entre guillemets, sauf que c'est 2 espèces de glow-mout monstrueux, verts et violets. Quand Lita évolue dans la première planche, dans ces décors super étranges, elle a l'air, elle, complètement perdu. Ouais. Il y a quelque chose d'extrêmement lugubre dans les dessins, même dans le dessin avec la pose super héroïque, par les couleurs, par le trait, il y a quelque chose de dérangeant. Et puis on sent que Lita, elle est complètement perdue et elle s'inquiète de ne toujours pas avoir accouché.
Parce que ça et tout ça en plus est en contraste avec l'insouciance d'Hector par rapport à tout ça qui a pas l'air du tout de se rendre compte de toute la bizarrerie. Oui, pour lui c'est normal. Pour lui c'est normal. Et enfin, on va finir par sur la page titre qui est à la page 6 déjà, sur un dézoom. Où on va sortir en fait du monde de rêve, de ce monde du rêve là qui n'est pas le monde du rêve de Morphée, et on va sortir par l'œil de Jed en fait, ce qui va nous confirmer ce qu'on nous a dit dans l'épisode précédent. Le pays merveilleux et le dôme du rêve sont en fait un rêve coupé du songe créé par Brut et Globe dans l'esprit de Jed. Tout est parfait. Et on retrouve la famille où il est censé être heureux qui le tabasse assez fort. On est bien là-dessus sur. Moi j'aime bien. Oui, le retour à la réalité une fois de plus. Cette fois-ci, on a d'ailleurs l'explication finale. Hein. Jed est en fait séquestré par une famille d'accueil qui n'est intéressée que par les $800 mensuels que l'État leur verse pour s'occuper de lui. Donc on est bien dans du glauque. Et effectivement, il le tabasse parce qu'il est question qu'ils aient un contrôle et qu'ils lui disent tu vas bien te tenir, tu vas faire le ménage et sinon je vais te casser les doigts. Je vais te casser les doigts, c'est une... Enfin, pardon, et tous les os de ton corps. Enfin, c'est plutôt ça. C'est bonne ambiance. Et donc, retour au dôme du rêve. Brut et Globe ont compris que le monstre cauchemar Force 10 qui est en train d'arriver n'est autre que Morphée, lui-même, bien sûr. Ils évoquent au passage une règle. Sandman ne peut pas tuer l'enfant. C'est-à-dire qu'ils disent que si Morphée brise les barrières du rêve, le gamin mourrait et il ne peut pas... à cause des règles. Donc, ça marche bien. Voilà. Et là-dessus, planche suivante, on a Morphée en approche. Qui est incroyable. Hein, voilà. Alors, on a déjà eu à plusieurs reprises des scènes de Morphée parcourant des rêves, mais ici, le style de Chris Bacalo amène quelque chose de très différent de ce qu'on a pu voir dans quelque chose de beaucoup plus abstrait encore. Ouais, il y a un côté très comme s'il était aspiré par un siphon où les traits sont distordus un peu. T'as l'impression qu'il combat des monstres ou qu'il les esquive. Et il le faisait tout en expliquant que en fait c'est sa façon de faire, mais il est doué pour ça parce que c'est Dream quoi. Oui, et alors il y a un truc, c'est que tout en avançant, il admire le travail de ses sbires, oui, ce qui nous permet d'avoir encore plus d'éclaircissement. Donc les barrières créées par l'enfant pour se protéger de l'atroce réalité de sa situation. C'est ça qui ont permis en fait à cette bulle de rêve coupée du rêve d'exister. Mais il dit, cela n'atténue en rien ma colère. Et là, il dit, je suis le rêve, j'arrive. Et ce qui est marrant justement avec je suis le rêve, j'arrive, c'est qu'on revient toujours avec ce contraste, ce qu'amène Gaiman à propos du personnage de Dream, à savoir le rêve, c'est pas juste positif quoi. Il dit je suis le rêve, j'arrive, comme on pourrait voir je suis Batman, j'arrive. Clair, ouais. Mais sauf que c'est le rêve, c'est pour nous rappeler le rêve, c'est terrible et terrifiant quoi. Et une petite remarque du fait qu'il porte son casque. Il a vraiment quelque chose de monstrueux quoi. Ouais, mais clairement on dirait une mouche hein. Il a une trompe bizarre qui tombe comme une mouche, vraiment la tête allongée comme un alien. Ça l'anonymise incroyablement fort et naturellement tu le prends vraiment pour un monstre. Et c'est un fait qu'il vient détruire le monde. Il est là pour détruire le monde de Jed à ce moment-là. Oui, clairement. Ouais. On retrouve Lita dans une séquence d'une planche face à son miroir, 6 cases, même point de vue, sauf que son reflet change. Et c'est l'occasion pour Lita de faire un point sur sa vie et à nous de nous l'expliquer un peu. Donc elle a aimé Hector depuis toujours et elle évoque sa mère. Alors là, bon, je vais faire une parenthèse, ça va être plus simple. J'ai cherché, c'était profond. Et je vais parler un peu plus en profondeur
pour donner toutes les explications une bonne fois pour toutes sur Hector, sur Lyta, etc. Vas-y. Donc Hector, là, c'est une troisième incarnation du Sandman, on va dire. Je vais essayer d'aller vite, c'est compliqué. Le premier Sandman, on le connaît, c'est Wesley Dodds, de l'âge héroïque, avec son chapeau, son casque, Ouais. on l'a déjà évoqué. Ensuite, il y a eu un deuxième Sandman dans les années 70 qui s'appelait Garrett Sandford, et c'est ce personnage qui a inauguré ce costume jaune et rouge à cape un peu ridicule. Et ce personnage-là a été emporté dans le songe par Brut et Globe, ça on le comprend après, mais en fait il est devenu fou, il s'est suicidé. Oh, putain. Et Brut et Globe, du coup, ils ont décidé j'anticipe sur l'explication d'après, mais c'est pour qu'on y voit clair. Ils l'ont ensuite remplacé par Hector Hall, qui a quand même la caractéristique en fait qu'il était déjà mort. Ce qui est pratique. Ce qui est pratique. Il est mort et c'est sa conscience seule qui vit dans le rêve du Jed, et il y a attiré sa compagne Lyta dont il a su juste avant son propre décès qu'elle était enceinte. Ouais. Et depuis qu'elle vit dans le monde, dans le dôme du rêve avec lui, sa grossesse est considérablement ralentie, puisqu'au moment des événements de Sandman numéro 11, ça fait 2 ans qu'elle est enceinte et qu'elle n'a toujours pas accouché. Et là on est vraiment dans le truc chez DC des transmissions de génération en génération, parce que Hector Hall, en fait, c'est le fils de Carter Hall, qui est Hawkman. Ah, d'accord, ok. Voilà, et Lyta est la fille de Fury dans cette version-là du monde d'ici. Elle est la fille de Fury, qui était une super-héroïne aussi de la JSA. D'accord. Je déborde un peu, mais au passage, il y a eu plein de versions de DC Comics, et notamment avant Crisis, Infinity Earth, elle était la fille de Wonder Woman. Et d'accord. Ça a été retcon. La suite. Et donc elle est la fille de Fury, mais tout ça pour dire qu'elle s'inscrit dans une lignée de super-héros, et c'est pour ça qu'elle l'évoque d'ailleurs. Est-ce que je suis devenue super-héroïne pour faire comme ma mère, etc. Et elle s'inquiète de tout ça, quoi. Mais c'est marrant parce que du coup dans la série, je viens de faire le rapport parce que je comprenais pas, mais dans la série, je m'en suis souvenu, il y a cet effet de couple. Alors, ils ont complètement mis de côté le côté super-héroïque, machin et tout, mais t'as en effet une nana qui accompagne Rose, qui a perdu son mari qui est mort, et en fait, elle s'échappe régulièrement dans son rêve où lui est toujours là, il a construit une belle maison, ils sont là tous les deux, et en fait, elle revient régulièrement dans la réalité malgré elle, alors qu'elle a envie de rester là-bas. Et du coup, elle tombe enceinte dans son rêve, et elle devient enceinte dans la réalité à cause de ça. Et en fait, du coup, ça finit assez mal, bien évidemment, parce que Dream arrive et va casser tout ça. Mais du coup, je trouve qu'ils ont bien traduit cet effet un peu de couple bizarre, qui sont coincés quelque part malgré eux, en fait. Oui, parce qu'elle, elle commence à s'inquiéter de tout ça, de l'étrangeté de tout ça. Quand elle essaie d'en parler avec Hector, lui, il est toujours à fond. Ouais, t'inquiète pas, je pars combattre le monstre de cauchemar, ne t'inquiète pas, ma chérie. Brut et Globe, eux, savent très bien que c'est sans espoir. Ils disent non seulement que c'est sans espoir, mais que ça n'aurait jamais marché, quoi. Ils savent qu'ils ont aucune chance. Pendant ce temps-là, Rose en Géorgie, Rose et Gilbert tombent en panne et prennent une chambre dans le motel où se tient la convention à laquelle se rend le Corinthien. Comme d'un par hasard. Voilà. Oui, mais comme de par hasard, mais non. Parce que c'est un vortex. Parce que c'est un vortex, c'est qu'elle est attirée ou qu'elle attire à elle les rêves en fuite. Donc du coup, c'est pas un hasard et c'est bien vu. Vous pourrez vous abuser à jeter, on va avancer, mais à vous attarder sur la liste des clients de la convention qu'on peut lire au fond de la planche. Bon, il y a le Candyman quand même. Il y a Candyman, il y a plein de trucs. Ça, c'est bien fait dans la série aussi, ils le font bien. Il y a différents démons, etc. Et à côté de ça, le Corinthien dans la rue qui continue à faire monter la pression sur ce personnage. Il se fait attaquer par des loupards, il enlève ses lunettes, ils sont effrayés, il les dégomme. Alors, je tiens à la scène quand même un tout petit peu parce que le gars le Corinthien commence à se défendre, le loupard s'énerve, lui enlève ses lunettes et en lui disant je vais t'arracher les yeux. Et en fait, tu vois une scène où du sang gicle juste sur une tache noire. Le gars crie et on peut imaginer qu'en fait il s'est fait bouffer les doigts par les yeux du Corinthien. Et je trouve cette scène assez incroyable. Elle est effectivement très... Et ça continue de faire monter effectivement une pression sur lui, très forte sur lui.
Morphée arrive enfin. parvient à entrer dans l'esprit de Jed et se retrouve face à Hector. Donc dans toute cette séquence de Morphée face à Hector, les dessins sont fous. Non mais c'est ma boule. Les dessins sont fous. Comme je disais, ça tire vers quelque chose de complètement abstrait, avec le fond qui est violet et mouvant, et tout d'un coup une explosion de taches rouges qui est en fait l'arrivée de Morphée, le moment de l'irruption. C'est très très beau. Jed qui sent quelque chose arrive et qui panique lui-même et comprend pas ce que c'est. Jed, il sent qu'il est assailli, qu'il se passe un truc. Le dôme est en train de commencer à s'écrouler. Brut et Globe se demandent où se cacher, ce qui est assez drôle. Ils se demandent en enfer, au paradis. Ils cherchent les différentes options, mais ils savent bien qu'il n'y a aucune chance. Morphée a un mépris absolu pour ce Hector, il ne sait pas qui c'est, il s'en fout au départ en tout cas. Il l'appelle petit fantôme, il le trouve ridicule et il est ridicule et impuissant, ce pauvre Hector. Il réalise pas du tout la situation dans laquelle il est ni à qui il a affaire. Cela dit, Morphée comprend pas tout à fait tout à ce moment-là, puisqu'il lui demande « Mais qui es-tu » Et le gars lui répond « Je suis le Sandman, donc le gardien des rêves des hommes, protecteur contre les cauchemars, seigneur du rêve, du dôme du rêve, voilà. J'imagine en français, et enfant de tout, ami des enfants de partout. » Et là, Sandman fait quelque chose d'hyper flippant. Ouais. Il rigole. En fait, j'aime bien Mais c'est qu'on comprend pas au début. Oui, c'est ça. Et puis le début, on comprend pas. C'est des espèces de onomatopées, genre. Oui, à travers son masque, ça rend le truc ultra bizarre. Et finalement, il explose de rire. Toi, tu es le Sandman. C'est ça qu'ils t'ont raconté, petit fantôme. Et vraiment, il en explose tellement de rire que ça lui fait enlever son casque. Et il dit « Humanité, que je t'aime, tu ne cesseras jamais de m'étonner. » Incroyable. Tu m'as amusé, petit fantôme, et ce n'était pas une chose à laquelle je m'attendais, mais le temps du jeu a toujours une fin. Ce rêve est fini. Et donc là, on a le Sandman dans toute sa puissance, et il explose le monde du rêve, ce qui a pour effet que tout le monde se matérialise dans la cave. Mm-hmm. Il explose à la porte de la cave. Il explose à la porte de la cave. Sandman détruit le dôme, et donc tout le monde, Lita, Hector, Brut, Globe, tous sortent de l'esprit de Jed et se retrouvent dans la cave. Et Morphée va punir Brut et Globe. Oui. Bon, en gros, il les condamne à des millénaires. Il leur dit, je cite, que les prochains millénaires, je doute que vous appréciez beaucoup les quelques millénaires à venir. donc il les dézingue. Là, ils expliquent un peu ce que je vous ai expliqué, ce que je disais sur le premier, ça, le Gareth Sanford, Hector, et le fait qu'Hector est déjà mort. Et donc, il renvoie Hector dans l'au-delà. Et là, il y a une discussion assez glaçante entre Dream et Lita. Parce que pour elle, d'abord, elle a tué Hector. Lui, ouais. Ce qui n'est pas le cas. Il dit non, il était déjà mort. Je l'ai juste renvoyé là où il était censé être. Mais on sent que ça on le retrouve ce Morphée froid et détaché des sentiments humains qu'on a parfois, c'est-à-dire qu'il a pas l'air spécialement touché par la souffrance de Lita, neutre, hein. Même pas du tout. Et puis surtout, il lui annonce qu'un jour, il viendra prendre l'enfant qu'elle a porté dans le monde des rêves. Mais ça, c'est chelou parce que du coup, elle est vraiment enceinte d'un rêve. Enfin, dans son rêve, elle est enceinte. Mm-hmm. Et du coup, quand est-ce qu'elle accouchera, quoi ? Il y a un effet un peu chelou là-dedans. Ouais, on sait pas. On sait qu'elle était enceinte avant d'être emportée dans le monde du rêve de Jed. Parce que là, elle l'est plus, en fait. Si, elle l'est. Sur le dessin, on n'a pas l'impression qu'elle le soit encore. Ah, si, regarde. Ouais. Le petit... Ah oui, sur la fin, effectivement, tu la vois. Parce qu'elle a une grande robe assez ample, qui fait que dans certains plans, on le sent moins. Mais si tu regardes ici, elle est encore enceinte. Donc effectivement, ce qu'on sait, c'est qu'elle était enceinte avant d'être enfermée dans ce dôme du rêve dans l'esprit de Jed. Ah oui, donc ça a peut-être figé son temps, en fait. Et que ça a vraisemblablement figé son temps, qu'elle est restée enceinte pendant les 2 ans où elle était dans la tête de Jed. Mais c'est surtout cette annonce hyper étrange, le fait que Morphée réclame l'enfant au nom du fait qu'il a été porté dans un monde du rêve. Enfin, je crois que c'est pour ça, mais en tout cas, il est clair qu'il viendra prendre cet enfant. Ce qui est... Enfin, il n'y a pas d'explication à ce moment-là, juste il l'annonce. Et c'est marrant qu'il soit... Dans la série, il y a un effet... c'est un poil différent parce que c'est un cauchemar féminin qui se revendique un peu être la mère de Jed dans la série et qui le protège malgré elle parce qu'elle a envie de s'attacher à l'enfant. En fait, ils ont fait une forme de cauchemar mais
plutôt positive dans le sens elle a envie de protéger l'enfant ou elle s'est trouvée de l'émotion à travers elle pour protéger l'enfant, protéger Jed dans ses rêves. Et Morphée vient la voir et vient effectivement mettre fin à tout ça, mais il a plus d'humanité, il est un peu plus empathique sur la situation et je crois qu'il la détruit pas ou il la punit pas complètement en fait. Il y a un effet de je comprends ce que tu as essayé de faire donc je vais t'aider là-dessus et du coup ils effacent complètement ce côté enfant qui va naître et là il est vraiment tellement neutre. Il parle pas dans la série du fait qu'il va récupérer son enfant. Il y a pas de femme enceinte. J'ai un doute maintenant que tu le dis. Peut-être de la femme enceinte. Je sais pas, moi j'ai pas vu la série, mais je suis étonné. Peut-être de la femme qui est enceinte. Je suis très étonné qu'il n'y ait pas de. Bah peut-être. Il faudrait que je revoie la scène. Du coup, dites-nous dans les commentaires si vous vous souvenez. Mais là, en fait, ce que j'essaie d'amener, c'est que dans la série, ils l'ont fait. Je trouve qu'ils l'ont fait un peu plus du coup humain, empathique et positif. Que là, en fait, il fait extrêmement neutre et pas neutre, juste dans sa façon d'être en fait. Et la situation doit être réglée, elle le sera. Point. Et bon bah je prendrai l'enfant parce que il m'appartient mais ça fait très détaché en fait, c'est comme ça. Ouais. Non mais c'était je quand même juste lire quelques extraits de dialogue. Vas-y. Elle alors et moi qu'allez-vous faire et à moi qu'allez-vous faire? Lui rien. Elle rien. Vous avez tué Hector, détruit notre maison, ruiné ma vie, vous appelez ça rien? Et lui exactement rien. Ça montre à quel point il est effectivement complètement détaché. C'est là qu'il lui annonce vous êtes libre d'aller bâtissez une nouvelle vie. Hippolyta, son nom complet c'est Hippolyta. Et j'ai failli oublier. En plus, j'ai failli oublier l'enfant, celui que vous avez porté si longtemps dans les rêves. Cet enfant est à moi. Prenez-en grand soin. Un jour, je viendrai le prendre. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper flippant en fait. C'est hyper et effectivement là dans empathie zéro quoi. Elle voudrait bien débattre encore un peu, mais lui il dit j'ai un autre rendez-vous. Je le crains, je ne puis discuter de cela davantage. Le rendez-vous c'est pour l'épisode suivant. Jed s'échappe. Et il reste une dernière scène où on découvre finalement que Jed s'est échappé pendant que personne regardait, puisque personne n'y a fait attention. Parce qu'on s'en fiche de lui. Voilà, il fait du stop et il est pris en stop par le Corinthien. Comme par hasard. Et c'est une fin d'épisode, fin du numéro 12 et fin de cet épisode des Grains de Sable. Bon, alors moi j'ai hâte du prochain. Je vois le prochain. J'ai parcouru un peu le prochain. J'ai hâte de le voir parce qu'en série il était incroyable. J'ai vraiment hâte de le lire. Ben écoute, ça va être super. Donc on continue. Mais bien sûr. Alors à la prochaine. Fin de transmission.